Bonsoir. Quelques informations avant de présenter Francis Wurtz. Premièrement, au nom du président Jean-Pierre Crémieux et du conseil d'administration, je vous adresse à toutes et à tous nos meilleurs souhaits pour la nouvelle année, de santé et de joie à partager avec tous vos proches. Quelques informations donc ensuite sur par exemple l'hommage que nous rendrons à André Tozel le 13 février prochain, non pas ici mais à la Maison des étudiants, où nous attaquerons une série ensuite de séminaires tout au long des mois du premier semestre. Vous avez à disposition... Le 14. Pardon? C'est le 14 février. Le 14 février. Oui. Excusez, le 14 février. À la Maison des étudiants, c'est-à-dire pas ici, à l'avenue François Mitterrand, là-haut, près de Saint-Jean-d'Angély. Vous avez à disposition le programme du premier semestre 2020 de nos conférences. Et aussi, nous vous invitons à notre Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 29 février à partir de 9h30 au forum Nice Nord, c'est-à-dire au bout du boulevard Gorbella, le boulevard Comte de Falicon, où il y a l'arrêt du tram, juste à côté d'ailleurs du forum. Donc vous êtes cordialement invités, toutes et tous, à participer à notre Assemblée Générale. Aujourd'hui, nous recevons Francis Wurtz. Je crois que pour nombre d'entre vous, on ne le présente plus, il avait déjà assuré, il y a peut-être un bon moment quand même, assuré une conférence ici aux Amis de la Liberté. Francis Wurtz est député européen, il a été élu de 1979 à 2009, c'est-à-dire c'est un député qui a une grande expérience et de l'Assemblée européenne et de ses institutions. Et donc il va nous parler ce soir, et bien non seulement de la situation actuelle qui est plus que préoccupante, puisque on a une Europe pleine de contradictions, que ce soit avec le Brexit et le Royaume-Uni, que ce soit avec la position sur les migrants, où M. Ziegler, qui est un responsable à l'ONU, déclare que le camp de Lesbos est un véritable camp de concentration où près de 20 000 migrants qui ont fui la guerre, qui ont fui la misère, voire les exactions politiques, sont hommes, femmes et enfants dans des conditions déplorables. Cette Europe-là, évidemment, nous donne une sacrée image des valeurs humaines. Je crois qu'il y a là des contradictions terribles, sans parler des prises de position évidemment dans l'OTAN, à la remorque de Trump, sans parler d'Israël et de la Palestine, où on attend encore des positions claires et nettes de la part de l'Europe. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Francis Wurtz. Merci. Bonsoir, chers amis, mesdames, messieurs, chers amis. Merci Louis pour ton introduction. Et merci à l'Association des Amis de la Liberté de me réinviter. Après, je crois effectivement que ça doit faire une dizaine d'années que j'ai eu le plaisir de m'exprimer déjà devant cette belle salle. J'ai proposé comme titre de la conférence débat de ce soir « Vivons-nous le début de la fin de l'Union européenne ». Pourquoi ce titre? Je précise que je ne fais pas partie de ceux qui souhaitent l'éclatement de l'Union européenne, qui trépignent parfois d'impatience que ça se passe. Je pense même que ce serait dangereux dans le monde actuel, dans le monde de Trump, dans le monde de Bolsonaro, dans le monde de la guerre de tous contre tous. Je pense que ce serait dangereux. Mais, force est de constater, à mes yeux, que s'il n'y a pas rapidement une amorce de changement assez profond de l'Union européenne, je pense que cet éclatement, ou on appellera ça comme on veut, ou implosion,
devient un risque sérieux. Certains disent, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas dramatiser, l'Union européenne est libérale, néolibérale depuis qu'elle existe, elle a des problèmes avec la démocratie depuis qu'elle existe, or elle surmonte toutes ces crises depuis qu'elle existe, depuis plus de 60 ans. Je pense que c'est une erreur. Il y a une grande différence entre les 30 premières années de la construction européenne et les 30 années suivantes, c'est-à-dire celles qui nous sont les plus proches, et notamment les 10 dernières années, la décennie qui vient de se terminer, qui était la plus mauvaise, la plus affreuse, Louis vient d'en évoquer quelques aspects, de toute l'histoire de la construction européenne. Pendant les 30 premières années, il y avait ce qu'on a appelé un consensus permissif, c'est-à-dire que les gens ne soutenaient pas nécessairement, mais ils laissaient passer. En quelque sorte, c'était, à leurs yeux, à l'époque, l'affaire des dirigeants et des experts, et pas la leur. Ça, c'est fini. Et durant les 30 dernières années, il y a au moins à 3 reprises, il y a eu une véritable fuite en avant, aussi bien dans le sens du néolibéralisme que dans le sens des atteintes à la démocratie de la part de l'Union européenne, et ça a créé, ça a suscité une exaspération de plus en plus grande de la part d'un nombre de plus en plus grand de citoyens de la plupart des pays membres. C'est pour ça que je dis, s'il n'y a pas rapidement, je ne dis pas un bouleversement, mais une amorce de changement significatif, je pense qu'il y aura de plus en plus de vagues d'extrême droite qui risquent de tout emporter. Et nous sommes bien placés pour le savoir. Je suis à Nice, je sais de quoi je parle. Et c'est pareil dans ma ville de Strasbourg. Alors, quelles sont ces 3 fuites en avant auxquelles je viens de faire allusion? Je vais en fait m'arrêter sur chacun de ces 3 moments. Le premier moment, c'est la fin des années 80, début des années 90, c'est-à-dire au moment du bouleversement géopolitique mondial, quand d'un côté il y a la crise puis la chute du système soviétique et de l'autre côté l'explosion de la mondialisation capitaliste. Le deuxième moment, c'est la préparation et puis l'accomplissement de l'élargissement, du grand élargissement vers les pays d'Europe centrale et orientale, plutôt la façon dont a été conçu cet élargissement. Et le troisième grand saut, la troisième fuite en avant désastreuse, c'est à partir de 2010 le type de réponse apporté par l'Union européenne à la crise de la zone euro. Nous passons en revue ces 3 moments, pour voir ensuite quelle conclusion on en tire. Le premier moment, je disais, fin des années 80, début des années 90, c'est l'époque de Reagan, de Thatcher, disons le mot, tous les dirigeants capitalistes estiment que ils vivent une bénédiction du ciel, les pays socialistes s'effondrent, le capitalisme est, semble-t-il, le maître absolu du monde, donc l'Union européenne veut absolument jouer dans la cour des grands. Ils n'ont plus besoin de prendre des précautions pour éviter que une partie des citoyens soient attirés par les expériences d'ailleurs. Ils y vont de bon cœur. Et dans la foulée, 2 traités majeurs européens sont réalisés, signés et ratifiés. Le premier de ces traités, c'est le traité de l'acte unique européen, 86, et le deuxième, c'est le traité de Maastricht. Les deux vont ensemble, 92. Les deux vont ensemble. L'acte unique européen, marché unique, c'est le grand tournant libéral de l'Union européenne. Elle l'était avant, mais là, c'est vraiment le grand tournant.
un ancien commissaire européen chargé justement du marché intérieur, avait dit que, à ses yeux, le marché unique était, je cite, de loin l'exercice de déréglementation le plus poussé de l'histoire récente de l'Europe. Et c'était un orfèvre en la matière, puisque c'était vraiment c'était un Irlandais anglo-saxon ultra-libéral. Quelles sont les caractéristiques de ce traité de l'acte unique européen, qui est passé pratiquement inaperçu, comme il y avait très peu d'informations et pas de référendum, c'est passé au-dessus de la tête des gens. D'abord, la libre circulation des capitaux. L'interdiction de toute entrave à la libre circulation des capitaux. Il faut savoir, c'est très intéressant à noter, que cette mesure, la libre circulation des capitaux, figurait dans les traités européens depuis le premier jour, depuis 1957, mais n'avait jamais été mise en œuvre. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même certains États, dont la France, qui résistaient à ce genre de mesures. Donc ça a beau être dans les traités, s'il y a des résistances fortes, ça ne se fait pas. Ça ne s'est pas fait pendant 33 ans. En 90, est appliqué avec une sévérité absolue, comme une règle cardinale de l'Europe à ce moment-là, la libre circulation des capitaux, qui est un des fondements de l'Europe néolibérale. Vous avez des capitaux, vous êtes libre, c'est plus au crime, vous êtes libre de placer là où vous estimez que ça vous rapporte le plus, sans vous soucier des conséquences ni sociales, ni écologiques, ni économiques, ni politiques. Autre conséquence de l'acte unique européen, la décision d'ouvrir progressivement à la concurrence toutes les entreprises publiques de services publics. Vous connaissez ça en France, hein, avec la SNCF, avec France Télécom, toutes les entreprises publiques de services publics qui étaient à l'abri de la concurrence jusqu'à l'acte unique européen. À partir de ce moment-là, c'est évidemment progressif parce qu'il faut batailler dans les rapports de force donnés. Enfin, la décision est prise, effectivement, ils sont allés jusqu'au bout. Troisième grande décision de l'acte unique européen, toujours fin des années 80, c'est l'ouverture, la libéralisation des marchés publics. Les marchés publics, vous le savez, c'est quand un État ou une grande entreprise publique ou une grande collectivité soit fait des achats, soit fait des travaux, il passe le marché, il passait le marché avant les pouvoirs publics à une entreprise donnée aux conditions voulues par les pouvoirs publics. À partir de l'acte unique européen, c'est fini. C'est à partir de certaines sommes, bien sûr, c'est les appels d'offres dans toute l'Union européenne, c'est-à-dire que le plus fort gagne. C'est un aspect considérable. Vous savez, les marchés publics, ça représente aujourd'hui dans l'Union européenne quelque chose comme 1500 milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'on s'est privé, les dirigeants de chacun de nos États, parce que ce n'est pas venu de Bruxelles, hein, c'est les dirigeants de chacun de nos États qui ont rédigé et signé ce traité. Ils ont décidé de se délester d'un des rares moyens de pression qu'ils ont sur les multinationales, sur le monde économique, pour pouvoir dire, par exemple, si vous voulez ce marché, il est à vous, à condition de mener telle politique sociale, telle politique environnementale, telle politique réglementaire vis-à-vis des salariés, etc. Il se passe de ce levier par le traité de l'acte unique européen. C'est également la période, 1991, où la Cour de justice de l'Union européenne publie un arrêt, l'arrêt Seger, qui dit, dorénavant, tout prestataire de services qui est homologué dans un pays de l'Union européenne peut prester ses services dans les mêmes conditions que dans son pays d'origine, dans tous les pays de l'Union européenne. C'est la base de ce qui deviendra les travailleurs détachés, qui est, je trouve, un mécanisme diabolique et pour les travailleurs détachés et pour les travailleurs locaux. C'est l'organisation de la mise en concurrence. Ce n'est pas jeter la pierre aux travailleurs d'autres pays. Les travailleurs d'autres pays sont les bienvenus
mais ils doivent travailler dans les mêmes conditions que les pays, que les travailleurs du pays où ils viennent. Donc ça c'est, il y a beaucoup d'autres points, mais je vais vous résumer l'esprit du premier traité de ces années, fin des années 80. Le deuxième, c'est le traité de Maastricht, qui est très connu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grande bataille, il y a eu une mobilisation phénoménale, et d'ailleurs un résultat ric-et-rac, puisque le oui ne l'a emporté qu'à 51 et des poussières %. Maastricht, on connaît le leitmotiv de ce traité, phrase très connue, d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée. Là aussi, c'est une règle pousse au crime. Une économie de marché ouverte, c'est-à-dire ouverte sur le monde avec ses inégalités, avec ses rapports de force. On dilue les rapports de force, on dilue les capacités de résistance. Où la concurrence est libre, c'est-à-dire, allez-y, battez-vous, et là aussi que le plus fort gagne. C'est également dans le traité de Maastricht qu'il y a les fameux critères de convergence, comme les fameux 3% de déficit maximum, 3% du produit intérieur brut de déficit maximum dans le budget, ou 60% pour la dette, etc. etc. C'est également, et surtout même, dans Maastricht, qu'est lancée la monnaie unique sur la base des exigences allemandes. Il y a eu toute une nuit de négociations entre le chancelier Kohl à Maastricht, entre le chancelier Kohl et le président Mitterrand. Et Kohl a clairement dit l'Allemagne réunifiée maintenant est suffisamment forte pour voler de ses propres ailes. Si vous voulez qu'on renonce aux marques pour la monnaie unique, c'est d'accord, mais à condition que ce soit sur les bases allemandes. C'est-à-dire dans le traité, ça s'appelle No Buy-out. Interdiction expresse qu'un État aide financièrement un autre État de la future zone euro. L'anti-solidarité. Chacun balaye devant sa porte. Parce que l'Allemagne, à ce moment-là puissante, se dit je ne vais pas, moi, fourmi, payer pour les cigales de l'Europe du Sud, qui, comme chacun sait, sont des paresseux qui ne pensent qu'à dépenser et pas à travailler. Autre caractéristique, la Banque Centrale Européenne doit être indépendante, c'est-à-dire à l'abri des pressions populaires. Parce que si les gouvernements ont quelque chose à dire à la Banque Centrale Européenne, ça veut dire que les gouvernements sont sensibles aux pressions de leur population, et donc les bonnes décisions que les gouverneurs sont parfaitement les mieux placés pour connaître seront gênées par les pressions populaires. Donc, Banque Centrale Européenne indépendante, n'ayant dans les faits de compte à rendre à personne, si ce n'est au marché financier. C'est quelque chose de considérable. On verra tout à l'heure quels sont les pouvoirs énormes de la Banque Centrale Européenne en matière financière. Qu'est-ce qu'on pourrait d'ailleurs en faire de positif? Et qu'est-ce qui en est fait du fait qu'elle est indépendante, c'est-à-dire mise à l'abri de toutes les pressions populaires. Et enfin, la mission de la Banque Centrale Européenne, autre exigence allemande, c'est pas du tout l'emploi. La Banque Centrale Européenne est plus libérale dans ses missions que la Banque Centrale Américaine, qui, elle, prévoit parmi les missions la sauvegarde d'une bonne situation en matière d'emploi. Rien de tel dans les missions de la Banque Centrale Européenne, c'est la stabilité des prix, c'est-à-dire en bon français, rationner les dépenses publiques. Donc, il y a ces deux traités majeurs qui marquent ce premier tournant libéral grand tournant libéral de l'Union européenne, et il y a d'ailleurs un premier signal, une première révolte, qui est le résultat spectaculaire et inattendu du référendum en France. Parce que s'ils avaient attendu
si c'était attendu à ce résultat, ils n'auraient pas organisé de référendum. Évidemment, ils n'entendent pas ce signal, d'autant que je dois dire que la France était relativement isolée à ce moment-là, parce que comme il y a eu une formidable mobilisation en France, les citoyens ont eu une connaissance des enjeux beaucoup plus grande que dans d'autres pays où ça s'est passé comme chez nous avec l'acte unique européen, c'est-à-dire dans l'ignorance assez large des véritables enjeux. Donc tout de suite derrière ça, il prépare le deuxième grande fuite en avant, c'est la préparation de l'élargissement à l'Est. Encore une fois, ce n'est pas l'entrée de ces pays dans l'Union européenne en tant que telle, c'est la façon dont elle a été conçue. Comment elle a été conçue? Traité de Maastricht, 92. Dès l'année suivante, 93, Conseil européen de Copenhague, on décide des conditions à remplir pour les pays candidats à l'entrée dans l'Union européenne, sachant que tous les pays d'Europe centrale et orientale étaient à 100% candidats, parce que la nouvelle classe politique à ce moment-là de ces pays voulait coûte que coûte être membre de cette grande famille occidentale qui, comme chacun sait, procure la prospérité à tout le monde, la sécurité à tout le monde, qui venait de gagner la guerre froide, formidable, donc tous étaient candidats. Donc on a fixé les conditions pour pouvoir entamer des négociations. Quelles sont les conditions? Je passe sur les conditions politiques, tout à fait acceptables, c'était qu'il y ait un état de droit, une démocratie, le droit des minorités, ok. Conditions économiques. Ce sont des pays qui sortent tout juste d'une économie administrée, étatique. On leur demande, je cite le texte du Conseil de Copenhague, il faut qu'ils amènent, pour pouvoir être candidats, leur pays au niveau, je cite, d'une économie de marché viable et capable de faire face aux forces du marché et à la pression concurrentielle à l'intérieur de l'Union européenne. Ce que ces classes dirigeantes, nouvelles classes dirigeantes ont très bien compris, ils ont imposé à leur peuple pendant plusieurs années ce qu'on a appelé une thérapie de choc, c'est-à-dire une politique affreuse d'austérité, de suppression des acquis sociaux. C'est quelque chose de considérable. Et alors, pendant cette période-là, ont eu lieu les négociations qui ont duré des années, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire l'ensemble des règles accumulées au fil des traités et des directives et des règlements de l'Union européenne, ça fait 30 000 pages. Il y a eu des négociations, enfin des négociations, si on peut appeler ça des négociations, entre le pot de fer et le pot de terre, puisque les Européens exigeaient le respect de chacune de ces règles, et les autres les acceptaient, mais il fallait les introduire dans la législation de chaque pays. Pour introduire 30 000 pages de règlements dans les législations, comprendre ce que ça veut dire, quelles vont être les conséquences, comment on va faire, ça a duré des années. Et puis, en 2004, pour la première fois dans l'histoire de la construction européenne, les dirigeants européens ont décidé qu'il y aurait un bloc de 10 pays qui entreraient ensemble dans l'Union européenne pour créer un choc entre 10 pays d'un côté, 15 pays anciens de l'autre, ça veut vraiment dire pratiquement deux blocs, avec une très grande différence de niveau de développement entre les deux ensembles, ce qui fait qu'on a créé le dumping social, les conditions du dumping social. C'est ça que je dis, les conditions dans lesquelles ça a été fait, ces économies beaucoup plus faibles que les économies des pays déjà membres de l'Union européenne avaient un seul avantage comparatif, pour reprendre leur langage, c'est les bas salaires et le droit du travail est le plus élémentaire qui soit. Donc, mise en compétition
de deux modèles sociaux différents pour faire baisser les acquis sociaux dans l'ensemble de l'Union européenne. Et c'est de ce moment-là que datent les délocalisations, les travailleurs détachés, etc. etc. C'est d'ailleurs également de ce moment-là que date la domination allemande dans l'Union européenne, puisque l'Allemagne, enfin les dirigeants allemands, la classe dirigeante allemande, étaient non seulement les maîtres sur le plan économique et monétaire, vu ce que je disais tout à l'heure par rapport à Maastricht, mais également maintenant très introduits dans ce qu'on appelle le Hinterland allemand, c'est-à-dire ces pays de l'Est. Parmi les grandes entreprises qui ont fait leur marché dans l'économie des nouveaux pays membres, il y avait en particulier les grandes entreprises allemandes qui connaissaient très bien déjà cette région d'Europe. Suite à tout ça, il y a eu un deuxième signal, une deuxième révolte, si je puis dire. C'est le résultat du référendum en France en 2005. Après une campagne exemplaire, je trouve, une véritable expérience de démocratie citoyenne sans équivalent, et conclue par une victoire du non. D'ailleurs, ce caractère exemplaire avait été reconnu avant le résultat, y compris par des dirigeants de l'Union européenne. M. Juncker, qui à l'époque était le président de l'Eurogroupe, c'est-à-dire l'organisme des ministres des Finances de la zone euro, qui avait dit, je cite dans le Figaro avant les résultats, « C'est un débat vertueux dont la qualité impressionne, un exemple à suivre, etc. etc. » Et ensuite, une fois que le non l'a emporté, évidemment, on n'en a plus parlé, et ils ont fait comme si le résultat, le référendum, et ce qui a précédé ce débat exemplaire n'avait pas existé. Je me souviens d'ailleurs, j'étais intervenu en séance plénière du Parlement européen après ça en disant l'Union soviétique est morte de ne pas avoir su regarder en face ses contradictions. Prenez garde qu'il n'arrive pas la même chose demain à l'Union européenne. Et je pense que nous ne sommes pas très très loin de cette situation, à moins que les choses... On m'avait à l'époque accueilli avec le sourire en disant non, l'Union européenne est irréversible. Ça a assez vite changé. Et j'en arrive donc à la troisième fuite en avant. C'est la réaction, la réponse à la crise de la zone euro, à partir de 2010. Je me souviens, en 2012, Alain Juppé était ministre des Affaires étrangères, il est venu au Parlement européen, la Commission des Affaires étrangères, il a fait un discours où il a dit, je le cite, « Pour la première fois de l'histoire de la construction européenne, nous avons compris que le processus européen pouvait ne pas être irréversible. » C'est-à-dire le contraire de ce que d'autres avaient dit peu de temps auparavant. Et il avait ajouté, cette dynamique de l'irréversibilité européenne, nous devons la retrouver. Et il dit, on a d'ailleurs fait ce qu'il fallait pour ça, avec un gouvernement économique et l'institution de règles de responsabilité budgétaire. Je reviendrai sur ces deux points dans un instant. Dire ce que ça veut dire. Mais d'abord, je voudrais très brièvement rappeler les faits qui ont précédé cette crise de la zone euro en 2010, à partir de 2010. Vous le savez tous, c'est un petit rappel, c'était à partir de 2008, la grande crise financière mondiale importée des États-Unis, le subprimes, et qui s'est transformée en crise économique, en récession, etc. D'ailleurs, Joseph Stiglitz, peut-être que le nom vous dit quelque chose, l'ancien prix Nobel d'économie, ancien directeur de la Banque mondiale, avait dit que cette crise était le mur de Berlin des libéraux, en disant en quelque sorte le communisme a eu son mur et les libéraux maintenant ont le leur. Là ils ont eu très peur que tout s'effondre. Et ils ont pris des mesures drastiques, les dirigeants européens. Sarkozy en tête, puisque c'était une présidence française. Nicolas Sarkozy était
président en exercice de l'Union européenne, pile à ce moment-là. C'est lui qui avait dit il faut, comment il avait dit, il faut refonder le capitalisme, les paradis fiscaux, c'est fini, il faut une taxation des transactions financières européenne. D'ailleurs, la Commission européenne, qui un an auparavant avait, sur notre proposition de faire une taxation sur les transactions financières, avait dit, chers collègues, si c'était possible, avec plaisir, mais c'est de l'utopie, c'est pas possible, il faut que ce soit dans le monde entier, c'est pas possible de faire au niveau européen. À ce moment-là, la Commission européenne, la même, a réalisé un projet complet, il ne manquait pas un bouton de guêtre, d'une taxation sur les transactions financières impeccable. Et il y avait 11 États membres qui avaient soutenu ça. Mais on attend toujours, 11 ans après, le début de la réalisation. Parce que une fois la tempête passée, on est tranquille, l'Europe est irréversible. Et c'est ça qui me fait peur. C'est que s'il y a le feu, ils voient bien qu'il y a le feu, et quand le feu est éteint, ils estiment que tout est réglé. Or, ça ne fait que s'aggraver, je dirais, souterrainement. Donc ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont racheté des créances bancaires par les États, ils ont garanti les prêts interbancaires, ils ont recapitalisé les banques, ils ont fait un plan de relance gigantesque dans chaque pays. Ça a coûté aux États membres, pour sauver le système financier, ça a coûté, tenez-vous bien, des milliers de milliards, plusieurs milliers de milliards d'euros, et donc la dette publique de tous les pays de l'Union européenne, sans exception, a explosé. Ils ont en quelque sorte transféré la crise de la dette privée vers la dette publique. Et c'est ça qui est à l'origine de la crise de la zone euro. Parce qu'au milieu de tout ça, de ce chaos, il y a eu un changement de gouvernement en Grèce. La droite, c'est pas Syriza, ça c'est bien plus tard. La droite a perdu les élections et c'est le PASOK socialiste, Papandréou, qui a gagné. Et il se rend compte que les chiffres de l'endettement de la Grèce étaient truqués par l'ancien gouvernement avec l'aide très compétente de la banque américaine Goldman Sachs, dont beaucoup de dirigeants européens ont été d'ailleurs des dirigeants à un moment donné, qui sont passés par là, dont le président de la Banque Centrale Européenne qui est passé par là. Alors, à ce moment-là, ça provoque une panique générale, puisqu'on apprend que c'est pas 60% mais 115% du PIB de dette, etc. Donc les investisseurs sur les marchés financiers font grimper les taux d'intérêt pour une sorte de prime de risque. Et la Grèce est au bord du défaut, de la faillite. Ne peut plus emprunter parce que c'est trop cher, c'est monté jusqu'à 32%. Évidemment, aucun État ne peut emprunter de l'argent à 32% avec un taux de croissance de 1%. Ils sont bons. Donc, que faire? À ce moment-là, les dirigeants européens sont encore, à partir donc de fin 2009 et 2010, sont absolument convaincus que le seul responsable, c'est les Grecs. Les seuls responsables, c'est les Grecs qui ont trop consommé par rapport à ce qu'ils avaient comme moyen. Il n'y a pas d'autre problème. C'est les Grecs. C'est des paresseux, il y a des noms d'oiseaux qui circulent. Ils estiment que c'est le seul problème. Donc, ils se disent, certes, on ne peut pas laisser la Grèce sombrer, ne serait-ce que pour une première raison très prosaïque. Les banques françaises et les banques allemandes sont très engagées en Grèce. Donc, si on veut récupérer nos billes, il faut sauver la Grèce. Mais sauver la Grèce pour sauver avant tout les banques françaises et allemandes. Et d'autre part, il y avait la crainte qu'on provoque une nouvelle déflagration, comme les États-Unis, en refusant de sauver
la banque Lehman Brothers, qui avait conduit à l'explosion financière. Il ne voulait pas provoquer une nouvelle explosion en laissant un pays membre de la zone euro sombrer dans la faillite. Donc comment faire? Les traités interdisent, je disais tout à l'heure expressément, qu'un État membre finance un autre État membre. Eh bien, ils ont ignoré leur propre traité, puisqu'ils ont demandé à chaque pays membre de la zone euro de verser, enfin pas de verser, disons de garantir des prêts pour qu'au total, il y ait 110 milliards d'euros, dont 30 venaient du Fonds monétaire international et 80 autres des pays de la zone euro, pour sauver la Grèce. Et ils estimaient que, bon, avec ça, maintenant, c'est énorme, 110 milliards, maintenant c'est réglé. Manque de peau. Ah oui, chose très importante, la contrepartie, ce qu'ils appellent la contrepartie de cette aide intéressée, mais de cette aide, c'est un super plan d'austérité vis-à-vis des Grecs. Autrement dit, on sauve les banques, on fait payer les peuples, et non seulement un super plan d'austérité, mais l'institution de la Troïka, c'est-à-dire des fonctionnaires de la Commission européenne, des fonctionnaires de la Banque centrale européenne et des fonctionnaires du Fonds monétaire international, qui ont tous les pouvoirs, qui vont dans ce pays, qui disent aux ministres, voilà telle mesure que tu prends, ça, dans le détail, tu diminues les retraites de temps, tu diminues le nombre de fonctionnaires de temps, tu privatises pour telle somme, et si tu ne le fais pas, on ne débloque pas l'argent dont tu as un besoin immédiat pour payer tes créanciers et pour faire tourner l'État. Donc, pris à la gorge, dès 2010, la Grèce, dès 2010, et pourtant, quelques jours après, mais vraiment quelques jours après, grosse surprise pour les dirigeants européens, c'est que non seulement la Grèce n'est pas la seule qui est en train de sombrer, mais les deux chouchous de la banque, de la zone euro, à savoir à l'époque l'Irlande et l'Espagne, qui étaient les meilleurs élèves de la classe, qui n'avaient pas d'endettement jusque-là, sombre. Alors là, ça change la donne. Il y a donc la Grèce, ok, mais il y a l'Espagne, grand pays, l'Irlande, le Portugal, Chypre, l'Italie. Là, il semble que, bon, ça... Mais alors, quelles étaient les causes? Ah ben, c'est le surendettement, puisqu'ils ont été obligés, comme tous les autres, ils ont, par rapport à la crise financière, ce que je disais, ils ont transféré la dette privée vers la dette publique. À partir du moment où les dettes ont explosé, même dans les pays comme l'Espagne ou l'Irlande, qui n'avaient avant ça pas de dette. Mais là, ils avaient une dette exorbitante, dont tout le monde connaissait l'origine. On ne pouvait pas leur dire que c'est vous qui êtes responsable. C'était le fait d'avoir payé le sauvetage des banques. Mais à partir du moment où il y a eu cette explosion de la dette, les marchés financiers, les investisseurs ont fait monter les taux d'intérêt l'un après l'autre, un pays après l'autre, et les spéculateurs, à un niveau où il n'était plus possible pour un État d'emprunter. Donc il fallait que quelqu'un emprunte à leur place et se fasse rembourser après. Parce que ce n'est pas des dons, hein, c'est que des prêts. Et des prêts avec des agios. Donc comment faire quand il y a autant de pays, dont des grandes économies comme l'Espagne et l'Italie, qui ont besoin d'argent? Bien, ils ont créé ce que Alain Juppé a appelé un gouvernement économique, qui beaucoup plus prosaïquement, c'est un organisme qui s'appelle le Mécanisme européen de stabilité, qui existe toujours, qui est une nouvelle institution définitive, dont je veux dire deux mots, parce que c'est très important. Qui est-ce qui dirige cet organisme?
les 19 ministres des Finances de la zone euro. Ils sont tout puissants. Ils bénéficient de l'immunité. On n'a pas le droit de le faire en procès. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, non de compte à rendre à personne, et ils ont tout pouvoir financier sur les pays endettés à qui il faut prêter de l'argent, les banques qu'il faut recapitaliser, etc. Et ils fixent les conditions, c'est-à-dire des super plans d'austérité, etc., etc. C'est cette entreprise-là, cette institution-là, qui a cette charge. Avec quel argent? Chaque pays membre, même les pays endettés, ont dû verser de l'argent pour asseoir le capital de cette institution. Elle a 80 milliards de capital fixe, et tenez-vous bien, 620 milliards d'euros de capital appelable, c'est-à-dire que chaque pays de la zone euro s'engage, si le mécanisme européen de stabilité le leur demande, de verser au prorata de leur produit intérieur brut jusqu'à 620 milliards d'euros au total. Donc avec cet argent, imaginez la puissance que ça représente, évidemment ils peuvent emprunter sur les marchés financiers tout le temps, tout le monde leur prête de l'argent parce que ils savent qu'ils peuvent être remboursés s'il le faut. Et donc c'est une institution définitive qui existe maintenant parce qu'ils savent qu'il peut y avoir, il y aura même vraisemblablement de nouvelles secousses de ce genre dans l'avenir. C'est ça qui est créé. Et d'autre part, toujours avec la mise sous tutelle des pays qui reçoivent l'argent, avec la Troïka, et d'autre part, ce que Alain Juppé appelait les règles de responsabilité budgétaire, il y a le fameux pacte budgétaire qu'on a appelé le traité Merkozy. C'est ce fameux traité que François Hollande, comme candidat, s'était engagé à renégocier s'il était élu, mais qu'il s'est empressé de signer le lendemain de son élection. Ce pacte budgétaire est également voté à ce moment-là, qui est un renforcement considérable du pacte de stabilité. C'est-à-dire que dorénavant, ça s'appelle la règle d'or, inscrite soit dans la Constitution, soit dans une loi organique, par laquelle chaque État membre s'engage à respecter non plus 3%, mais 0,5% de déficit maximum, de déficit structurel, c'est-à-dire hors événement conjoncturel. Et chaque État s'engage à créer, c'est fait partout, en France aussi, s'engage à créer un organisme indépendant qui surveille le gouvernement et qui, dès qu'il s'éloigne de sa trajectoire, le dénonce publiquement aux yeux des marchés. Donc la menace d'une augmentation des taux d'intérêt, donc les gouvernements, en quelque sorte, créent leur propre police pour les ramener dans le droit chemin. Enfin, c'est quelque chose d'inimaginable. Et Madame Merkel, qui était derrière ce traité avec Nicolas Sarkozy, a trouvé une expression, elle a inventé une notion pour caractériser cette période, la Marktkonforme Demokratie, c'est-à-dire la démocratie conforme aux impératifs du marché. Les esprits faibles pensaient jusque-là que c'était les marchés qui devaient se conformer à la démocratie, mais non, non, c'est la démocratie qui dorénavant doit se conformer aux impératifs du marché. Le sommet de toute cette période-là, cette troisième fuite en avant dont je voulais parler, c'est le traitement de la Grèce à partir de 2015 et l'élection de Syriza, qui est une page noire indélébile dans l'histoire de la construction européenne. Je rappelle ce qu'était ce gouvernement Syriza en janvier 2015. Pour la première fois de l'histoire de la construction européenne, un gouvernement de gauche critique siégeait au Conseil européen. C'est-à-dire pas simplement de gauche, mais critique. Ils voulaient rester dans l'Union européenne, ils voulaient rester dans la zone euro, donc ce n'étaient pas des adversaires de l'Europe, mais ils critiquaient
il ne s'alignait pas, il critiquait la politique d'austérité et l'humiliation de la Troïka, de la mise sous tutelle. Le programme du gouvernement Tsipras était d'ailleurs modeste. J'en rappelle les grandes lignes. Il demandait à l'Union européenne, à l'Eurogroupe, donc aux 19 ministres des Finances, demandait le gel de certaines privatisations prévues, le retour du SMIC qui existait avant le traitement de la Troïka, c'est-à-dire 751 € par mois, le rétablissement des conventions collectives, la limitation des licenciements collectifs, le redressement des petites retraites, la fin de la Troïka et aller vers un allègement de la dette. Ça, c'était le gouvernement Syriza. En phase 2, il y a qui? Wolfgang Schäuble. Si vous n'avez pas vu le film de Costa Gavras, regardez-le, c'est limpide. Il parle de tout ça. Schäuble, ministre des Finances de la première puissance financière de la zone euro, qui a été décrit par Pierre Moscovici, qui était le commissaire français de la même équipe, qui a fait une confidence au journaliste de Libération Quatremer, et le journaliste de Quatremer a rendu public cette confidence, sinon, évidemment, je ne le saurais pas. Et il a dit ceci: Schäuble, c'est un vrai conservateur, dur, sans état d'âme, qui veut mettre Syriza à genoux pour qu'il parte. Donc ce n'était pas économique, c'était politique. Et il ajoute, Moscovici, les sociodémocrates ne voyaient pas non plus d'un très bon œil des concessions à Syriza, car on leur reprochera de ne pas avoir obtenu la même chose pour leur propre pays. Voilà qui est dit. Alors qu'est-ce qui se passe à Schäuble? Mais il y a 18 ministres des Finances autour, autres. Ils se taisent. Varoufakis, qui était le ministre des Finances grec, explique dans son livre, puisqu'il a tout enregistré, il dit, avant les réunions de l'Eurogroupe, Moscovici ou Michel Sapin, ministre des Finances, venaient me taper sur l'épaule en disant, on est avec toi. Mais à partir du moment où Schäuble avait parlé, motus. Ça, il faut le savoir. Alors, 10 jours après l'élection de Syriza, 10 jours après, la Banque Centrale Européenne ferme le robinet des crédits à ce pays. Asphyxie financière totale. Et sur cette base, ils disent maintenant on négocie. On négocie avec le pistolet sur la tempe. En fait, ils ont imposé ce qu'ils ont appelé le mémorandum, que le journal allemand, le Spiegel, a appelé le catalogue des horreurs. Privatisation, recul des salaires, recul des retraites, libéralisation du marché du travail. Mais en sachant en plus que Schäuble voulait la sortie de la Grèce de la zone euro. Et il y a eu, heureusement, quelques résistances, notamment le président de la Banque Centrale Européenne, pas par sollicitude pour la Grèce, mais il a dit « nous nagerions dans des eaux inconnues ». C'est-à-dire, on prend des risques énormes pour la zone euro. Et Mme Merkel disait « la fin de l'euro, ce serait la fin de l'Europe ». Donc, ils ont bien dû accepter que la Grèce reste, mais ils se sont vengés sur le traitement scandaleux de ce pays, l'écrasement de ce pays. Ça, c'est connu, c'est qu'un rappel. Mais il y a eu d'autres scandales au même moment qui ne sont pas connus. J'en citerai deux. Le premier, sans précédent dans l'histoire de la construction européenne, en 2011, le président de la Banque Centrale Européenne écrit une lettre à Berlusconi, président du Conseil italien. Je pense que personne ici ne porte Berlusconi dans son cœur, mais ce n'est pas le problème. C'est le président du Conseil d'un pays souverain.
le président de la Banque Centrale Européenne lui envoie une lettre comminatoire, un véritable diktat. Il lui dit « Voilà les mesures que vous devez prendre. Révision en profondeur de la législation sur le licenciement. Privatisation de grande ampleur. Baisse des salaires des fonctionnaires. Baisse des salaires des employés du public. Réduction des dépenses budgétaires. Durcir les législations fiscales et abolir les provinces pour faire des économies. » Et il dit « Et vous ne passez pas par le Parlement, vous prenez des décrets parce qu'il faut rassurer les marchés. » Cette lettre secrète est publiée, comme par hasard, par le Corriere della Sera. Donc j'imagine que pour faire une pression supplémentaire sur l'Italie, ils ont fait fuiter la lettre. Est-ce que Berlusconi n'a pas réagi assez vite? Toujours est-il, et c'est le deuxième scandale que je vais évoquer, qu'en l'espace de quelques jours, les taux d'intérêt augmentent, et on pousse Berlusconi à la démission, et il est remplacé, comme par hasard, par un ancien commissaire européen, M. Monti, qui lui rassure les marchés, mais il ne passe pas par le suffrage universel. C'est un véritable remplacement parachuté depuis Bruxelles. Et la même chose se passe en Grèce. Les taux d'intérêt montent, c'est tellement Papandréou démissionne, et c'est un ancien vice-président de la Banque Centrale Européenne qui devient Premier ministre de la Grèce, sans élection. D'ailleurs, à l'époque, Jean-Pierre Jouyet, qui n'est pas une colombe, ça a été le ministre des Affaires européennes de Nicolas Sarkozy, mais même Jean-Pierre Jouyet dit à ce moment-là, c'est une dictature des marchés, les peuples vont se révolter. C'est lui qui le dit. Donc imaginez que tout ça ne laisse pas de traces dans les esprits, c'est, je pense, de la cécité politique. Donc très rapidement, on voit les conséquences. Dès 2014, dans un certain nombre de pays, il y a des votes records de l'extrême droite. Par exemple en France, à ce moment-là, que le Front National fait 26% des voix. Et les sondages sont également très clairs. Pour la première fois, dans 23 pays sur 27, le taux de la défiance des citoyens est plus élevé que le taux de confiance vis-à-vis des institutions européennes. À ce moment-là, Jean-Claude Juncker, dans son discours d'investiture comme président de la Commission européenne au Parlement européen, dit « Cette commission est la commission de la dernière chance. » De la dernière chance. Ce qui prouve qu'il mesurait que c'était grave, sauf qu'il n'en tire pas les conclusions qu'il faudrait. Et en plus, dans ce contexte, il y a un nouveau cataclysme, une crise supplémentaire, la crise de l'accueil des réfugiés. Tout ça en même temps. Là, il y a, à partir de 2013, plusieurs naufrages terribles dont vous vous souvenez peut-être. Il y avait le naufrage près de Lampedusa, au large de la Sicile, avec 366 morts. Et en 2015, au large de la Libye, en avril 2015, 800 morts. 800 morts dans un naufrage, c'est la pire tragédie en Méditerranée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Face à cette tragédie, le gouvernement italien de l'époque, bien avant Salvini, c'était M. Letta, le parti républicain, dit on ne peut pas ne pas réagir, et il affrète des bateaux, c'est l'opération Mare Nostrum, pour sauver les réfugiés qui sont en danger de mort. Il sauve ces bateaux, le Mare Nostrum, 100 000 personnes en moins d'un an. Pour dire l'importance du sujet, non seulement l'Union européenne refuse de l'aider à financer ces opérations, mais il critique vertement cette attitude en disant « vous êtes en train d'introduire des clandestins en Europe » et donc l'Italie s'arrête. Je dois dire que l'Italie, plusieurs gouvernements successifs ont supplié les autres États européens de les aider, de partager
l'accueil des réfugiés en disant ils ne viennent pas en Italie, ils viennent par l'Italie en Europe. Il y a 6% qui veulent rester en Italie, les autres veulent aller n'importe où. Donc c'est une affaire européenne, on est puni par la géographie, mais il faut nous aider. Il n'y a pas de réponse. Et même la France, et c'est ce qu'on appelle le verrou de Vintimille, ça vous connaissez bien, ici, ferme la frontière, manu militari, en envoyant les réfugiés. La Grèce, même problème. Les îles grecques sont à bout, ne peuvent plus accueillir. C'est des situations... Louis Brock a évoqué tout à l'heure cette question. Donc les réfugiés affluent, beaucoup sont bloqués, par exemple en Hongrie. Et puis se produit cette chose extraordinaire. Madame Merkel, le 5 septembre 2015, comme quoi, même chez des gens très durs, il y a parfois une étincelle d'humanité, elle dit « Nous sommes prêts à accueillir 1 million de réfugiés, nous en sommes capables. » Mal lui en a pris. Parce qu'il y en avait besoin. Je sais qu'on dit avec raison qu'il y a un problème de main-d'œuvre en Allemagne. À bas prix, à très bas prix. Pardon? Il y a un problème de main-d'œuvre à très bas prix en Allemagne. Cela dit, après le débat, il fallait faire. Et la preuve, elle l'a payé très cher. En Allemagne même et en Europe. Elle a été critiquée de toutes parts. Alors, moi, je ne suis pas l'avocat de Mme Merkel, mais j'ai trouvé quand même s'il y a des arrière-pensées économiques, politiques, c'était un bol d'oxygène et qui n'a pas été suivi par aucun autre dirigeant. Aucun. France compris. Manuel Valls a explicitement et publiquement critiqué Mme Merkel. Et c'est lui qui a fermé le verrou de Vintimille. Orban, le dirigeant hongrois, a rejeté ce qu'il a appelé l'impérialisme moral de Mme Merkel. La première ministre polonaise a demandé un tournant répressif, etc. etc. Madame Mogherini, qui à l'époque était la responsable de la diplomatie européenne, a dit l'Europe risque la désintégration. Comme quoi le thème de commission de la dernière chance, désintégration, et le thème existe dans le thème. Le problème, c'est qu'ils n'en tirent pas les conclusions. Ils ont même fait la pire des choses. Donald Tusk, qui était président du Conseil européen, c'est l'ancien Premier ministre polonais, conservateur, au lieu de calmer les gens, le fantasme de l'invasion, en disant, attendez, écoutez, vous savez qu'1 250 000 personnes, c'est 0,2% de la population de l'Union européenne. C'est 0,2%. C'est pas l'invasion, même si les images sont impressionnantes. Non, non, il a fait le contraire, Tusk. Il a dit ceci. Nous devrions parler des millions de réfugiés potentiels qui essayeront d'atteindre l'Europe à partir de la Syrie, de l'Irak, de l'Afghanistan, de l'Érythrée et d'autres endroits. Je me suis rendu dans les camps de réfugiés de Turquie et de Jordanie et j'ai entendu d'une seule voix, nous sommes déterminés à nous rendre en Europe. La plus grande marée des réfugiés et des migrants est encore à venir. Nous devons corriger notre politique de portes et fenêtres ouvertes. Il faut une bonne protection de nos frontières extérieures. Ce qui est en jeu, c'est le sens de l'ordre en Europe. Président du Conseil. Eh ben, il a eu le résultat. C'est qu'il a apporté, ça a été du pain béni pour les forces xénophobes, les forces d'extrême droite, qui n'avaient qu'à répéter ce que le président du Conseil européen lui-même disait. Il n'y a pas seulement le 1 200 000 qui sont arrivés, il y a les millions qui vont arriver, entre nous soit dit, qui ne sont absolument pas arrivés. Mais ça n'a pas été nécessaire. Ce qui a été fait, c'est l'accord avec la Turquie, qui est un accord honteux. Parce qu'on délocalise en quelque sorte l'examen du
droit d'asile, de la demande d'asile, dans un pays qui est tout sauf recommandable en matière de démocratie, et en retour, on paye. On paye 6 milliards d'euros, on accepte de relancer les négociations d'adhésion. Le Haut Commissariat aux réfugiés, qui avait d'excellents rapports avec l'Union européenne jusque-là, s'est dit consterné. Et puis dans la foulée de tout ça, il y a eu cette traînée de poudre brune, avec l'élection de Salvini de la Ligue en Italie, pays fondateur de l'Union européenne, l'Italie, vice-président du Conseil. C'est la rançon de l'abandon de l'Italie, ce que j'évoquais tout à l'heure. Quelques jours après son élection, on crée un axe entre les trois ministres de l'Intérieur, tenez-vous bien, de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie, ça ne vous rappelle rien? Seehofer de l'Allemagne, c'est un dirigeant le plus réactionnaire du gouvernement allemand, c'est l'ancien président de la Bavière, la CSU, la branche bavaroise de la droite allemande, la pire. L'Autriche, le ministre autrichien, il était à l'époque de l'extrême droite, et le ministre italien, c'est Salvini, d'extrême droite. Ces trois créent ce qu'ils appellent un axe des volontaires de la lutte contre l'immigration illégale dans l'Union européenne. Je sais bien qu'entre-temps, Salvini a démissionné, mais personne ne sait quand est-ce qu'il va revenir et avec quel potentiel. Quant à l'extrême droite autrichienne, elle n'est plus gouvernement, mais suite à un scandale de corruption, mais le parti existe toujours. Et en revanche, cette idéologie, même si les intéressés pour le moment ne sont plus là, cette idéologie a gangréné toute l'Union européenne. Par exemple, la Commission européenne, pas celle qui vient d'être élue, je ne veux pas lui lancer de pierre à l'avance, mais la précédente, celle de Jean-Claude Juncker, elle a publié son projet de budget pour les 7 prochaines années. C'est les États qui décident, se négocient en ce moment, mais c'est la Commission qui propose pour 7 ans. Elle avait pris comme première priorité pour les 7 ans une meilleure gestion des frontières extérieures en disant si vous nous confiez cette tâche, il faudra 100 000 agents, un parc d'équipements substantiel et un budget de 150 milliards d'euros sur 7 ans uniquement pour éviter que les intrus ne pénètrent dans l'Union européenne. En conclusion, comment le fameux président du Conseil européen, Tusk, qui ne l'est plus, il a terminé son mandat, perçoit l'opinion publique européenne en 2015? Je le cite dans Le Monde, il a écrit ça dans Le Monde. L'atmosphère aujourd'hui est très similaire à 1968 en Europe. Je sens un état d'esprit d'impatience, mais quand l'impatience devient un sentiment collectif, elle peut conduire à la révolution. Pour ce dirigeant conservateur, la révolution, ça veut dire le chaos. C'était en 2015. L'année suivante, Brexit. Mais quand je dis cette décennie, c'est la décennie où il y a une crise après l'autre. Pour la première fois de l'histoire, un pays décide, et la population décide, de quitter l'Union européenne. C'est une chose inimaginable. Il y a encore peu de temps, c'est un nouveau coup de gong, totalement inattendu, qui n'est jamais arrivé, qui était longtemps jugé impossible. Alors, le Brexit, c'est, je pense, à mes yeux, je pense, on verra, c'est un échec pour les classes populaires britanniques, mais ça c'est leur affaire. Mais je pense qu'il y a aussi des leçons à tirer pour l'Union européenne elle-même. Même si c'est un cas très particulier, qui n'est pas généralisable, la Grande-Bretagne, je rappelle, n'est pas dans la zone euro, elle n'est pas dans l'espace Schengen, elle a des dérogations sur les directives sociales, elle ne reconnaît pas la charte des droits fondamentaux, elle bénéficie d'un chèque de ristourne budgétaire depuis 1984
Et en 2014, pendant 30 ans, on avait calculé, ça faisait 111 milliards d'euros payés par les autres États à la Grande-Bretagne. Donc, pourquoi? parce que Margaret Thatcher avait dit « Je bloque tout tant que vous ne me payez pas le retour parce que j'estime que je paye trop. » Et au bout de quelques temps, tous les autres ont craqué. Et non seulement ils ont craqué, ils ont accepté en 1984 le principe de payer une ristourne à la Grande-Bretagne pour que ça s'arrête, la crise, mais ils n'ont même pas mis de date limite. Or, c'est une décision financière, donc elle se prend à l'unanimité. Autrement dit, pour annuler cette décision, il faut l'unanimité, puisqu'elle a été prise à l'unanimité. Et tous les premiers ministres britanniques successifs ont toujours refusé. Donc il n'y avait pas d'unanimité. Donc ça, je dis bien, on ne peut pas généraliser. C'est un pays dont les dirigeants n'ont jamais voulu coopérer au niveau européen. Ils ont voulu entrer sur le marché européen. On ne peut pas généraliser. Cela dit, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé au moment du Brexit qui devrait interpeller l'Union européenne. C'est un mot d'ordre, en tout cas personnellement j'y suis sensible, take back control, c'est-à-dire on veut récupérer le contrôle des décisions. À tort ou à raison, je ne pense pas tout à fait à tort, il y a dans beaucoup de pays de l'Union européenne qui ne partagent pas le Brexit l'idée que cette centralisation de plus en plus étroite des décisions au niveau européen, ça ne passe pas. Ça ne passe plus. Il y a une véritable hypercentralisation. Par exemple, M. Van Rompuy, qui a été le président du Conseil européen avant Donald Tusk, avait dit, en pleine crise financière, où tout le monde avait les jetons, lui il a dit, la crise est une formidable opportunité pour faire un bond en avant à l'intégration économique. Ça, c'est une vieille idéologie de Jean Monnet, qui est ce qu'on appelle le père de l'Europe, un des pères de l'Europe, qui a porté le marché commun sur les fonds baptismaux, qui disait, c'était la théorie dite de l'engrenage, il disait, les gens, quand il disait les gens, c'était les dirigeants, parce que le peuple, ils s'en fichaient. Mais les gens, disait-il, n'acceptent le changement que s'il y a une nécessité, et ils ne voient la nécessité que quand il y a une crise. Donc, vive la crise, comme ça on peut faire avancer l'intégration. Van Rompuy dit la même chose. Et l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, Trichet, le français Trichet, quand il a quitté ses fonctions, il a fait son discours, disons l'héritage politique pour les successeurs, et il a dit, si on suit mon avis, il faut aller beaucoup plus loin dans cette centralisation du pouvoir, il faut que la Commission européenne ait un droit de veto sur les décisions des parlements nationaux, notamment en matière budgétaire. Ça n'a pas été suivi parce que le rapport de force ne le permet pas. Enfin, l'idée va jusque-là. C'est-à-dire brider le plus possible l'intervention citoyenne, directe ou indirecte, par l'intermédiaire des parlements nationaux ou de certains gouvernements socialistes. Donc, c'est pas possible de continuer comme ça. Voilà pourquoi, je le disais tout à l'heure, les dirigeants sentent naturellement la montée des périls, la montée de la défiance. Ils ont eu peur d'un effet domino du Brexit qui ne s'est pas produit. Il y a eu une étonnante unité des 27 gouvernements, sans doute à cause du chaos que ça a provoqué en Grande-Bretagne pendant 3 ans, et peut-être pas envie d'avoir la même chose chez eux. Mais on va voir, il y a encore une négociation d'1 an avec Boris Johnson sur les nouvelles relations, pas sur le divorce, sur la nouvelle relation. Je ne sais pas s'il y aura un accord, mais en tout cas, là, il y aura
intérêts différents de la part de certains pays européens par rapport à d'autres, donc quelque chose est encore possible, mais ils ont voulu, comme ils ont été rassurés par le fait qu'il n'y a pas eu, que le Brexit n'a pas fait de petits, mais ils veulent quand même essayer de donner l'impression qu'ils ont entendu le message et qu'il y a quelques changements. Alors il y a d'abord des changements de visage, avec 2 femmes pour la première fois de l'histoire à la tête de la Commission et à la tête de la Banque Centrale Européenne. Ça ne change rien aux décisions de fond et ça ne change rien à la situation des femmes dans l'Union Européenne, d'ailleurs. Mais bon, au nouveau visage. Ça, c'est pour la faute. La nouvelle présidente de la Commission a avancé plusieurs préoccupations, disons, qu'elle qualifie d'ouverture. Par exemple, elle a dit qu'il faudrait absolument aller vers un SMIC européen. Je vais y venir dans une minute, brièvement. Elle a dit que le climat serait sa première priorité, et qui est quelque chose à la fois de juste et d'accepter massivement. Une autre priorité qui est beaucoup plus discutable, j'en dirai un tout petit mot, c'est la défense européenne. Et enfin, la Commission annonce, et le Parlement européen soutient, mais c'est en fait une idée d'Emmanuel Macron, qu'il y aura une conférence citoyenne sur l'avenir de l'Europe. Comme par hasard, comme par hasard, elle commence en mai 2020 et dure 2 ans, donc en mai 2022, pendant la présidence française, qui débouche sur l'élection présidentielle. C'est un hasard, bien sûr, c'est pure coïncidence. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser d'un mot de ces ouvertures? D'abord, le SMIC européen. D'abord, je relativise un petit peu l'annonce parce que 21 pays sur 27 ont déjà un salaire minimum. Mais tout dépend de la hauteur de ce salaire minimum. Il y a actuellement en Bulgarie un salaire minimum de 260 € par mois et au Luxembourg 2000 € par mois. Donc il y a moyen de faire du dumping même s'il y a des salaires minimaux. Au moins faut-il fixer un niveau minimum par rapport au salaire moyen du pays. On ne peut pas dire le même niveau partout, parce que les niveaux de développement sont très différents. Mais notre idée, ce serait, c'est ce qu'on a dit pendant la campagne du parti, je suis communiste, ils ne savent pas, ce que le candidat communiste a dit dans les élections européennes, c'est 60% du salaire moyen du pays, ce qui en France ferait un SMIC à 1400 € net. Mais rien de tel n'est pour le moment fixé. Rien n'est fixé. Donc on va voir si c'est une mesure bidon ou une mesure réelle. Le climat. Le climat, effectivement, c'est un problème crucial. C'est juste d'en faire une priorité. Mais l'annonce faite par la présidente de la Commission est pour le moment une annonce faite pour frapper l'opinion. Il y a des grands chiffres. Par exemple, elle dit qu'il y aura un plan d'investissement pour l'investissement durable de 1000 milliards d'euros en 10 ans. Oh là là, où est-ce qu'elle tire cet argent? En fait, c'est la continuation du plan qui existe depuis 5 ans, ce qu'on appelle le plan d'investissement Juncker, de 500 milliards pour 5 ans, elle fait 1000 milliards pour 10 ans, c'est la même chose. Mais d'où viennent ces 1000 milliards? Pas du tout du budget. C'est une toute petite partie qui vient du budget, et le reste, il faut, avec cette petite partie du budget, attirer des investissements privés. Leur dire, par exemple, si vous prenez des risques, et si ça ne marche pas, on vous paye. Donc, les investissements privés qui s'intéressent au climat, il faut voir. Faut voir. Mais bon. Et elle annonce également qu'il y aura un fonds, ce qui s'appelle pour une transition juste, c'est-à-dire pour aider les pays qui ont des gros problèmes pour sortir de l'économie carbonée. On pense évidemment à la Pologne en particulier. 80% de l'électricité en Pologne est d'origine
charbon, et même parfois du charbon très polluant. Là, c'est 100 milliards d'euros sur 7 ans, mais en fait, j'ai étudié les chiffres, c'est 7,5 milliards d'argent nouveau. Il y a par ailleurs des transferts des fonds de cohésion vers ce fonds-là, qui va d'ailleurs au même pays. Et puis d'autre part, on demande aux pays de cofinancer. Tout ça, c'est intégré dans les 100 milliards. Donc c'est des chiffres qui veulent frapper l'opinion, mais il faut raison garder et suivre ça de très près. Et surtout, l'objectif est bon. Elle dit on veut arriver en 2050 à la neutralité carbone, c'est-à-dire il n'y aura pas plus d'émissions de carbone que ce que la nature peut absorber. C'est un très bon objectif. Mais il ne suffit pas de dire on va faire en 2050. D'abord, avant 50, il y a 2030. Or, pour le moment, on n'a pas de chiffres nouveaux sur 2030, mais qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de chiffres nouveaux pour 2030? Pourquoi il y aurait un saut énorme de 2030 à 2050? Premièrement. Deuxièmement, quelles sont les conséquences sociales? Vous imaginez un pays comme la Pologne, il ne suffit pas de lui dire vous aurez telle somme, vous mettez une partie au bout vous-même, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont fermer la Silésie. C'est pas possible. Donc il faut prévoir très en amont des reconversions en matière d'emploi, de formation. C'est quelque chose de considérable. On a souvent vu des plans de conversion qui ont complètement échoué, qui ont créé des chômages énormes. Or, on a vu, nous, avec la taxe carbone, si on oppose le social et l'écologie, c'est un échec. Donc, il faut arriver à marier le social et l'écologie, ce qui est un très grand challenge, un très grand enjeu, et pour le moment, la case est un petit peu vide. Un mot sur la défense européenne. Elle a été relancée en 2017, notamment à l'initiative d'Emmanuel Macron. Il y a eu en particulier un fonds européen de défense, c'est-à-dire 13 milliards d'euros budget proposé pour les 7 prochaines années pour les entreprises de l'armement vont toucher cet argent si elles acceptent de coopérer au niveau européen pour faire un certain nombre d'armements ensemble ou pour acheter des armements ensemble, mais en tout cas pour augmenter les dépenses d'armement. Il y a eu en France une loi de programmation militaire 2019-2024 de 300 milliards d'euros. Il faut quand même savoir, le choix de la défense européenne, c'est un choix qui pose des questions lourdes, des questions budgétaires, mais pas seulement. D'abord, il est hors de question pour les dirigeants européens de se séparer de l'OTAN. C'est l'OTAN plus la défense européenne. Et Emmanuel Macron a pris l'initiative de créer, avec 9 autres États européens, ce qu'il appelle l'initiative européenne d'intervention, c'est-à-dire que 9 autres États, donc 10 avec la France, décident de se doter d'un budget commun pour cette initiative d'intervention, d'une doctrine d'intervention commune. C'est un embryon d'armée européenne, d'ailleurs. Emmanuel Macron a utilisé l'expression, il a dit l'Europe a besoin d'une vraie armée européenne, et parmi ces 10 pays, il y a bizarrement la Grande-Bretagne, qui ne veut plus être dans l'Union européenne, mais qui veut être dans l'initiative de défense européenne.
avec quand même comme mission des choses très floues, dangereusement floues, sur l'idée qu'il faut défendre les intérêts de l'Europe dans son environnement, qu'il faut lutter contre le terrorisme en Afrique. Quand même pour le moment, l'affaire Barkhane au Sahel, c'est plus un fiasco qu'une réussite. Oui. Il y a maintenant, y compris des populations qui se révoltent contre ce qu'ils estimaient être une armée d'occupation, ce qui est partout le cas, partout où ces guerres sont menées, soi-disant, pour des buts humanitaires. Sur la conférence citoyenne sur l'avenir de l'Europe, pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Au début, la première fois qu'on en a parlé, les promoteurs avaient dit il n'y aura pas de tabou. On peut parler, y compris de changer les traités. Dans la nouvelle mouture qui est parue hier, il n'est plus question de changer les traités. Maintenant, ils évoquent des idées, des propositions, comme par exemple les Spitzenkandidaten, c'est-à-dire le fait que le parti européen majoritaire à une élection européenne désigne en quelque sorte le président de la Commission, donc ça donne l'illusion aux citoyens de participer à l'élection du président de la Commission, et puis également les listes transnationales, enfin des choses comme ça, mais les problèmes de fond, les problèmes concrets, la question des services publics, la question du libre-échange, la question du pouvoir sur l'argent, sur le contrôle de la Banque Centrale Européenne, etc. Tout ça, il n'en est pas question. Alors, que faire de ça? Personnellement, je pense que ce ne serait pas absurde d'imaginer de participer de façon conquérante à ces assemblées, mais pour y amener les vraies questions qui se posent et non pas celles qui nous sont téléguidées par la Commission européenne. Comme dit la présidente de la Commission européenne, il faut montrer aux gens que leur voix compte. Et si c'est pour balader les gens, on n'est pas d'accord. Il faut qu'elle compte réellement. Il ne faut pas simplement leur donner l'impression, il faut qu'elle compte réellement. Et pour cela, il y a une masse de questions qu'on peut mettre en débat. Voilà, donc au départ, j'avais dit, vivons-nous le début de la fin de l'Union européenne? Dans l'immédiat, on peut se dire, il y a plutôt une accalmie. Le Brexit n'a pas fait de petit. Les dernières élections européennes ont été exécrables avec une augmentation de l'extrême droite comme jamais auparavant, mais les libéraux peuvent être tranquilles, peuvent se rassurer à bon compte, disons, parce que si on additionne le PPE, le parti de droite, le PSE, le Parti socialiste et les libéraux, ensemble, ils ont encore la majorité absolue, ouf. Les sondages, la confiance dans l'Union européenne est passée sous la barre des 50%, mais ce n'est pas un effondrement, c'est à 44%, ils peuvent se rassurer. En France, il y a un sondage très intéressant. Si on pose la question aux gens, êtes-vous attaché à l'Union européenne? Réponse, oui, 53%. Si on leur pose la question, faites-vous confiance à l'Union européenne? Oui, 33%. C'est très profond. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas l'écroulement. Ce que je dis, moi aussi, je suis d'accord. Ils ne veulent pas l'écroulement, mais ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'ils veulent le changement. Donc, beaucoup sont rassurés à peu de frais. Ben, moi, je pense que, je l'ai déjà dit, il ne faut pas se reposer entre deux élections européennes. Pour moi, j'ai une référence d'expérience de 2005, quand la France entière discutait de grandes questions politiques au bon sens du terme sur l'Union européenne. Je pense qu'il faudrait ça tout le temps. Pas une fois tous les 10 ans, et s'appuyer en particulier sur les mouvements sociaux. Regardez ce qui se passe actuellement. J'ai vu un sondage aujourd'hui qui montre que, bien que officiellement la grève est, paraît-il, terminée, il y a encore 61% des Françaises et des Français interrogés qui soutiennent l'idée du retrait du projet de réforme.
Là, c'est quelque chose de formidable, et pas seulement d'ailleurs sur les retraites, mais l'ensemble des mouvements dans tous les secteurs. Je pense que c'est à partir de mouvements comme ça où il faut faire comme en 2005, faire appel à l'intelligence des gens, à la réflexion des gens, à leur capacité d'appréhender des problèmes que les dirigeants européens ne les croient pas capables d'appréhender, pour amener des idées sur la dimension européenne des problèmes. Chaque problème a une dimension européenne. Regardez les retraites, il y a des problèmes à traiter, des enjeux au niveau de chaque entreprise concernée, il y a des problèmes évidemment avec le gouvernement et le président, mais aussi sur le plan européen. Vous savez, j'ai regardé dans les fameuses recommandations que la Commission européenne envoie à chaque gouvernement chaque année, pour qu'il s'engage, il faut qu'il réponde à ces recommandations pour dire ce qu'il est prêt à faire et dans combien de temps. En mai 2018, dans les recommandations de la Commission à la France, 2018, je lis textuellement: actuellement, 37 régimes de retraite coexistent en France. Il paraît que c'est 42, mais eux ils disent 37. Une uniformisation progressive de ces règles améliorerait la transparence du système, renforcerait l'équité entre générations, faciliterait la mobilité de la main-d'œuvre et contribuerait à une meilleure maîtrise des dépenses publiques. L'alignement des différents régimes de retraite des secteurs publics et privés réduirait de plus de 5 milliards d'euros les dépenses publiques à l'horizon 2022. On croirait entendre le Premier ministre, sauf que c'est le texte de la Commission européenne envoyé au gouvernement. Voilà, il a repris à son second. Voilà pourquoi, je termine, voilà pourquoi la politisation, bon sens du terme, du débat européen est une grande question d'actualité que je vous invite à méditer. Alors, je vous précise qu'il y a un micro qui circule et qu'il faut absolument parler dans le micro parce que c'est enregistré. Donc il y a quelqu'un qui demande la parole là-haut. Je ne sais pas qui a le micro. Ah ouais. Donc il y a ici et une dame sur ma droite. Monsieur le député, je voudrais vous interpeller à l'issue de cette causerie parce que le titre était formulé sous forme de question et je trouve qu'à l'issue de votre longue intervention, on n'a pas vraiment de réponse ou de piste de réponse à cette question, dans la mesure où vous avez d'emblée annoncé que vous étiez de toute façon pas favorable à la disparition de l'Union européenne. Voilà, c'est un avis, mais vous l'avez exprimé au début, alors peut-être que les pistes qui auraient été... est-ce possible, est-ce souhaitable, est-ce redoutable, tout ça on le sait pas trop, mais vous nous avez quand même dépeint avec brio, comme on dit dans certains films, un mécanisme de fonctionnement d'un système qui est assez extraordinaire. Vous avez parlé de fuite en avant, d'appel d'air. C'est plutôt des cliquets d'un garrot qui se referme sur le cou des peuples européens depuis 60 ans. Parce que vous avez été 30 ans au Parlement en accompagnant ce système. Et c'est là où il y a une sorte d'incompréhension, parce que vous nous avez décrit une série de catastrophes dont aujourd'hui on subit les conséquences, et les suicides de France Télécom jusqu'à la perspective funeste de la réforme des retraites, même si ce n'est pas Bruxelles qui l'a édicté, c'est quand même les gouvernements qui se servent de l'intégration européenne pour faire passer ça, et des fois, même vous l'avez reconnu, il y a des sortes de dictates qui viennent directement de Bruxelles. Alors, j'avoue que je suis dans une sorte de... Je vois deux personnes en face de moi, là, monsieur. Celui qui est critique et celui qui accompagne, tout en sachant parfaitement, parce qu'on est des millions de Français à le savoir, que ce système n'est pas réformable. Il n'est pas réformable ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Peut-être va-t-il s'effondrer comme l'Union soviétique, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses à attendre. Peut-être que
sur la dynamique de 2005 par exemple, sur l'espoir formidable suscité par la révolte des Britanniques en 2016 et ce Brexit qui va avoir lieu dans quelques jours. Vous parlez de chaos, le Brexit c'est pour le 31 janvier, donc le chaos, s'il a eu lieu, c'est pas le Brexit encore. Voilà. Mais il y a donc des espoirs formidables. Nous, on est en France, on pourrait appeler ça le Frexit, et c'est ça qu'on aurait voulu entendre, peut-être que vous fermiez les pistes du Frexit, ou que vous cédiez face à cette pression formidable, qui je pense sera une pression populaire dans les années à venir. Et moi je suis triste aujourd'hui parce que Terry Jones, le fondateur des Monty Python, est mort. Vous savez que c'est l'auteur de ce formidable film La vie de Brian, à la fin duquel on voit des gens crucifiés qui chantent ouais, ça ira mieux demain, ou voyons le bon côté de la vie. Et il me semble que vous faites partie un peu de ces crucifiés. 30 ans au Parlement européen, il faut voir l'Europe, ça va s'arranger, on va la réformer, ça va aller mieux, et c'est de pire en pire. Alors voilà, unité, fraternité, Frexit, moi c'est les pistes que j'ouvre. Une dame ici. Bien. Merci monsieur là, du tableau un peu sinistre que vous venez de nous brosser. Il ressemble fortement au capitalisme du désastre, comme l'avait si bien dit la journaliste Naomi Klein. Donc il y a une question qui se pose d'elle-même. Où est la démocratie? Où est notre souveraineté populaire et nationale? Cette Union européenne n'est-elle pas une dictature? Car elle ressemble fortement au monétarisme cher à Milton Friedman et aux Chicago Boys. Bonjour, moi je suis Virginia Lombard, je fais partie du PARDEM, parti de la démondialisation. Nous sommes sécessionnistes, on va dire, c'est-à-dire pour la sortie de toutes les instances supranationales qui nous volent notre souveraineté populaire et nationale. Moi, je reviens sur la question du Brexit. Moi, je trouve quand même pas très bien informé parce que déjà, le Royaume-Uni était entré en 73, avait adhéré à ce qui était à l'époque la CE. 2 ans après, ils font un référendum, déjà, pour en sortir, qui est passé ric-rac, non, on reste. Donc, vous dites ensuite que c'est un échec pour les classes populaires. Mais quand on voit le constat, en plus, que vous venez de dresser, parce que j'ai pris des notes, là, sur mon téléphone, je me disais, bah oui, c'est un constat qui est absolument désastreux. Et on s'étonne, enfin, vous semblez vous étonner, moi, je ne m'étonne plus. Vous semblez, ça fait 15 ans que je lutte contre l'Union européenne, donc voilà. Vous semblez vous étonner que les gens n'aient plus confiance, qu'il y ait un truc comme la sécession du Royaume-Uni hors de l'Union européenne. Moi, je préfère le terme bien français de sécession. Vous semblez être très, très surpris, mais quand on voit ce constat, je veux dire, d'échec, c'est un constat d'échec que vous nous avez dépeint. Franchement, je veux dire, panne de démocratie, et le président de la BCE qui dicte au chef d'un gouvernement ou d'un État souverain, enfin de ce qui lui en reste de souveraineté, oui, il faut que tu fasses ceci, ceci, cela, etc. Je veux dire, honnêtement, alors, non mais s'il vous plaît, d'accord, merci. Bah, la question c'est que, moi franchement, comment vous pouvez continuer à cautionner un merdier pareil? Et je suis triviale parce que, franchement, quand on voit ce qui se passe en Grèce, moi j'ai des camarades qui sont en Grèce, d'un parti, un parti frère du PARDEM qui s'appelle l'EPAM. Ils nous font... Je veux dire, ce pays est complètement mis sous tutelle. Les gens crèvent. Je veux dire, nous, on est en train de se battre parce que déjà, avec la loi El Khomri, qui était issue d'une recommandation de l'Union européenne, et là, la loi, les retraites, même topo, on est en train de se battre comme des lions pour que... Et tout ça vient de ça, ça ne peut que empirer. Moi, franchement, je veux dire, comment on peut continuer à cautionner un truc pareil? C'est fini. On s'en va. Et on s'en va de manière unilatérale et immédiate. On se tire. On parle de politique. Bonsoir. Je vais essayer de faire court. Je suis sur la même ligne que les gens que j'ai entendus jusqu'à présent, donc
Et franchement, ce que j'ai entendu ce soir m'a convaincu que j'étais sur la bonne ligne. Bon, la question que je me posais, c'est qu'en 2005, on a fait un référendum, vous en avez parlé, ça s'est passé magistralement. Il y a eu des réunions publiques, c'était très démocratique, il y a eu des choses fantastiques. Dans des amphithéâtres, on s'est retrouvés, on a parlé, on était en pleine démocratie. On obtient le non. Je me rappelle, parmi les gens qui étaient pour ce non, il y avait le Parti communiste, il y avait des gens comme Attaque, il y avait un tas de groupes qui étaient là. Et franchement, c'était un moment magique. Bon, j'ai dit, là, on est en train de gagner quelque chose de fantastique. Très bien. Le non passe en dehors de toute... personne n'imaginait. Tous les médias, comme d'habitude, habitués de la génuflexion, les chiens de garde étaient là et ont fait tout leur travail pour que le oui passe. Le non passe à 55%, hein, à peu près. Quelques temps après, on nous le met, excusez l'expression, par le traité de Lisbonne, en nous expliquant qu'on avait bien compris ce qu'on voulait, on voulait rentrer dans l'Union Européenne, c'est bien, M. Sarkozy, hein, qui nous passe par le traité de Lisbonne. Et là, je me pose la question, parce que le constat qu'on fait après, si le retour d'expérience disait, tiens, c'est magnifique l'Europe, il n'y a plus de racisme, le chômage fini, les salaires ont monté, le social, les services publics ont été renationalisés. Puisqu'on parle de climat, on a renationalisé le rail au lieu de continuer à casser le rail. Donc je dis magnifique. Sauf que là, moi j'ai plutôt l'impression que avant l'Union Européenne, j'avais le cul qui me grattait, excusez-moi. Hein. Depuis l'Union Européenne, en plus j'ai les bras qui raccourcissent. Alors il ne me reste plus qu'un truc à faire, c'est à tortiller du cul. Sauf que quand je vais dans les manifs, maintenant il y a des LBD, il y a des fusils automatiques, hein, ceux qui n'avaient pas avant. C'est-à-dire qu'on arrive à ceux qu'on avait dit plus jamais ça, c'est-à-dire à une Allemagne finalement qui a pris l'Europe. Et Vichy qui est revenu en France. Voilà. Alors expliquez-moi par quelle mutation les gens qui étaient avant avec nous contre l'Union Européenne acceptent maintenant d'y rester, d'autant plus qu'on a un contrat qui est totalement négatif, Costa. Voilà. Je ne comprends pas quelle mutation peut faire qu'on dit on reste, alors qu'on était tous d'accord pour en sortir. Voilà, merci. Peut-être que... Oui, je vais aller. Non, mais attendez, bon. Moi j'ai une question aussi. Alors encore. Alors moi j'ai J'avais le micro, je vous passerai ensuite. D'accord. C'est juste une question. Tout à l'heure, heureusement que tout à la fin de ton introduction, tu as annoncé le texte des recommandations de mai dernier, d'avant-dernier, 2018, au gouvernement français. Heureusement que tu avais dit que c'était les recommandations de la Commission européenne. Parce que moi j'ai cru entendre un certain Berger. Je voudrais que tu nous expliques, qui est aussi, je crois, président de la CES actuellement. J'aimerais que tu nous expliques les liens qui existent entre l'Europe, la Commission européenne et cette confédération européenne syndicale. Le financement. Élu à 96%. Moi j'ai une vraie question. J'ai une vraie question, et non pas du commentaire dilatoire. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'idée d'écrire la Constitution européenne via les citoyens, avec les moyens informatiques d'aujourd'hui. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose, une avancée, et non plus une fuite en avant? Ça Matrix. Celui-là, on sera mort. Bon. Je réponds. Oui, oui. Je réponds. Bon, je m'attendais évidemment à ce que tous ceux qui sont pour la sortie de l'Union européenne, qui sont contre le principe même de cette union, se précipitent sur le micro, hein, je le savais. Et surtout après le titre un peu provocateur que j'avais choisi. Parce que je ne suis pas pour cacher les contradictions, je suis pour les mettre sur la table et les affronter. Donc, je respecte votre conviction, je ne la partage pas du tout, je défends que ma conviction, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut penser. Je vous donne ma conviction. Maintenant, quand même, 2-3 petites remarques par rapport à ces 3 ou 4 interventions qui allaient à peu près dans le même sens. Vous avez dit, parce que ça c'est personnel, que j'aurais accompagné le système pendant 30 ans. Ben non.
Je crois pas que... Je pense que c'est une injustice que vous me faites et donc je me défends. J'ai combattu l'Europe libérale et les attaques contre la démocratie de façon permanente, et pas seulement dans les institutions, sur le terrain. En 2005, la campagne, je m'honore de l'avoir commencée exactement le 7 septembre 2003 au Parlement européen, quand Giscard d'Estaing, qui avait présidé la convention qui a travaillé sur le projet de traité constitutionnel, a présenté son bébé. Immédiatement. Je suis intervenu et immédiatement, j'étais allé voir mes amis du journal L'Humanité, on avait publié ce qu'on appelle un tiré à part de 4 pages avec les extraits qu'il fallait connaître pour montrer ce qui se préparait. Et ensuite, j'ai participé à des dizaines et des dizaines de débats avec, y compris contradictoires, avec parfois 800 personnes. Donc, je veux dire que j'ai accompagné le système est une contre-vérité. Donc, je l'ai combattu, mais pas en faveur du chacun pour soi. Je pense qu'il y a aujourd'hui une situation qui s'appelle l'interdépendance comme jamais. Il faut donc de la coopération et de la coopération étroite. Mais j'estime que la coopération étroite doit être solidaire, progressiste, sociale et non pas comme c'est actuellement. Voilà pourquoi je suis à la fois extrêmement critique vis-à-vis de l'Union européenne actuelle depuis que je suis ces questions, et en même temps favorable non pas à un retrait mais à un combat de transformation, premièrement. Deuxièmement, quelqu'un d'autre a dit qu'en 2005 on était tous d'accord pour sortir. Totalement faux. Totalement faux. Totalement faux. C'était ultra marginal. Tous les débats où j'ai participé, je peux vous dire, tous étaient pour la construction européenne et contre l'organisation actuelle de cette construction. On a même chaque fois tout fait pour avoir des Européens d'autres pays présents qui sont intervenus pour bien montrer qu'on ne veut pas le repli, qu'on ne veut pas donner mettre le petit doigt simplement dans l'engrenage du nationalisme, qu'on voulait réellement construire une Europe, mais avec les peuples, ce qu'on avait dit, une Europe sociale et non pas une Europe libérale. C'était ça le mot d'ordre. Une Europe sociale contre l'Europe libérale, et non pas pour la sortie de l'Union européenne. Absolument. Deuxièmement. Maintenant, pas réformable. Je suis d'accord. Je pense que l'Union européenne n'est pas réformable. Je pense qu'il faut des ruptures. Et que si on décide, si on arrive à créer le rapport de force permettant des ruptures, oui, ce sera extrêmement conflictuel. Il ne faut pas le cacher. Parce que c'est un combat de classe. On a les représentants des classes dirigeantes face à nous. Mais attention, pas à Bruxelles, à commencer par la France, parce que ça se saurait si la France était en opposition aux orientations de l'Union européenne. Les dirigeants successifs ont largement contribué à l'Europe actuelle. Maintenant, j'illustre pour la participation de la classe dirigeante française aux structures européennes actuelles. J'évoquais à l'instant Giscard. Quand les Européens ont voulu une personnalité bien représentative pour diriger la Convention, pour s'assurer qu'au final, il y ait le résultat qu'ils souhaitent. Qui ils ont appelé? Un Français, Giscard d'Estaing. Quel est maintenant le président de la Commission européenne qui a imprimé le plus sa patte
sur les orientations européennes? Jacques Delors, qui est un Français. C'est de la polémique. Mais j'ai dit, il fait partie de la classe dirigeante française. Maintenant, laissez-moi parler, je vous ai laissé tout à l'heure. Maintenant, si on prend le principe, celui qui a vraiment posé la Banque Centrale Européenne sur les fonds baptismaux, Trichet, c'est un Français. Ensuite, tant qu'il n'y avait pas de président permanent du Conseil européen, c'était tous les 6 mois un autre président. Donc il n'y connaissait rien. Il n'y avait que 6 mois d'expérience. À ce moment-là, il y avait un secrétaire général du Conseil qui préparait tous les projets de décision, tout. C'était lui l'homme fort, personne ne le connaissait. Comme j'étais au Parlement, je le connaissais. C'était M. De Boissieu, c'était un Français. C'est-à-dire, vous pouvez chercher dans tous les domaines, à chaque fois qu'il a fallu donner un nouveau tour de vis libéral à cette Europe, on est allé chercher un dirigeant français. Ça veut dire que, imaginez qu'en sortant de l'Union européenne, on règle ce problème. Oui. C'est, excusez-moi, se mettre le doigt dans le nez. Oui. Dans l'œil, pardon. Parce que cette bourgeoisie française qui a largement contribué à faire de l'Europe ce qu'elle est actuellement, nous ne nous en débarrasserions pas en sortant simplement de l'Union européenne. Il ne faut pas imaginer qu'il y a une espèce de Deus ex machina de Bruxelles qui règle des trucs. Ils font ça avec le concours des dirigeants européens. Quand je parlais de l'Eurogroupe, qui est peut-être l'instance la plus antidémocratique, c'est-à-dire les 19 ministres des Finances de la zone euro, mais ce n'est pas la Commission, c'est les 19 ministres des Finances des gouvernements de l'Union européenne, enfin de la zone euro, dont les nôtres. Donc, arrêtons d'imaginer qu'en sortant de l'Union européenne, on sort du capitalisme. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est même pas une étape. C'est même pas une étape. Et maintenant, un mot encore sur la Grande-Bretagne, puisque ça a été dit aussi. Mais quand j'ai dit que je pense, je peux me tromper, j'espère me tromper, je pense que les classes populaires britanniques vont souffrir. Pourquoi? Parce que on leur a fait croire que ce qui allait mal en Grande-Bretagne, c'était à cause de l'Union européenne. Oui. Mais les gouvernements britanniques successifs, c'est les plus ultralibéraux de tous les gouvernements de l'Union européenne. Ils ont demandé et obtenu une dérogation sur les directives sociales parce qu'ils estimaient qu'elles étaient trop sociales. C'est quand même ça le problème. Ouais. On leur a dit si on sort de l'Union européenne, il y aura 350 millions de livres par semaine qui vont permettre de développer le social. C'est un chiffre totalement mensonger. Et il l'a reconnu. Même Farage, qui est encore pire que Boris Johnson, a dit on n'aurait pas dû dire ça, sauf qu'il l'a dit après l'élection, après le vote. Donc, en l'occurrence, c'est pas dire du bien de l'Union européenne que dire la responsabilité de la situation britannique, elle est avant tout britannique, c'est un fait. C'est un fait. Margaret Thatcher, je pense que tout le monde voit ce que ça veut dire. Eh bien, Boris Johnson est présenté comme le nouveau Thatcher. Alors ça, il n'a pas besoin de l'Union européenne pour faire la politique libérale. Il a relevé le SMIC quand même. Ah, si maintenant le Pardem dit que c'est formidable Boris Johnson, je comprends bien. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur. Vous n'avez pas répondu à ma question. Elle était simple et courte pourtant. Où est la démocratie? Oui. Et sommes-nous en dictature? Non, mais je réponds à toutes les questions. Donc je réponds à la vôtre. Vous avez totalement raison. Je pense que j'ai été vraiment explicite. Je n'ai pas cherché à ménager la chèvre et le chou. Il y a aujourd'hui un énorme problème de démocratie dans l'Union européenne. Absolument juste. Maintenant, je vais aller jusqu'au bout de ce que je pense. Comment transformer, puisque je dis, ce n'est pas simplement une réforme, il faut transformer. Et j'ai dit, il faut des ruptures. Si demain, par exemple actuellement,
le gouvernement portugais essaye d'élargir la marge de manœuvre. Le gouvernement espagnol, le nouveau gouvernement espagnol, essaye d'élargir la marge de manœuvre, mais ils ont l'impression, et je crois qu'ils ont raison, que eux, tout seuls, ne représentent pas le rapport de force nécessaire pour mener une véritable rupture, c'est-à-dire d'être, y compris à la table du Conseil européen, en disant « je ne marche plus ». Ce que Tsipras a essayé, mais la Grèce, c'est rien du tout par rapport à l'Allemagne et aux autres. Si demain, rêvons pendant une minute, si demain il y a sur la base des mouvements sociaux, sur la base d'un réveil citoyen, qui n'est pas absurde à imaginer, dans les temps qui courent, il y a demain un gouvernement émanant de ce mouvement, sous la surveillance de son peuple, en France, qui soit réellement décidé à se battre pour ne plus accepter ces atteintes à la démocratie que vous évoquez avec raison. Si il y a quelques pays qui, voyant qu'un grand pays comme la France accepte de se battre, se rallient à nous, et qu'on est minoritaire mais suffisamment fort pour mettre le pied dans l'encadrement de la porte, faisons-le. Moi, je ne suis pas du tout pour attendre qu'il y ait une unanimité des pays membres pour changer quelque chose. Ça n'arrivera jamais. Donc, je pense qu'il y aura peut-être, j'espère, demain, certaines politiques que nous ferons à 3 ou à 4, d'autres à 10 ou à 12, et d'autres à 27, si c'est possible. Si on peut faire le climat à 27, faisons-la à 27. Si on doit faire récuser, par exemple, les fameuses recommandations de la Commission en disant on n'accepte plus, et qu'on est à 3, 4, 5 à dire ça, on le fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous envoyer les casques bleus? Non, ça n'existe pas. C'est une question de rapport de force. Ça, j'appelle ça des ruptures. Et il faudra être soutenu par des luttes. Il faudra être soutenu par les gens. Donc, je ne suis pas en train de raconter la bibliothèque rose en disant on va gentiment réformer l'Union européenne. Non, c'est une lutte. Mais je pense que c'est ça. La lutte est une dernière question, parce que l'heure passe. Pas question, c'est pas vrai. C'est l'Union européenne qui nous met dans la rue. Excusez-moi juste une seconde, j'ai oublié une question très concrète, ou deux questions très concrètes. Sur la CES, la Confédération européenne des syndicats est une organisation qui est établie à partir des syndicats qui en sont membres, y compris la CGT. Donc ça, la Commission européenne ne dicte pas à la CES ce qu'elle doit dire ou ce qu'elle doit faire. Donc si elle est actuellement faiblarde, c'est parce que à l'intérieur, le rapport des forces syndicales au niveau européen est faiblard. Je suis le premier à le regretter. Je suis le premier à le regretter. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, la Commission n'a rien à faire là-dedans. Il y avait une deuxième question concrète. Ah oui, écrit le traité avec les citoyens. Le traité, je ne sais pas si les citoyens vont rédiger le traité, mais en tout cas, oui, travailler à l'élaboration collective des grands axes d'un futur traité, oui, c'est l'affaire des citoyens. C'est d'ailleurs d'une certaine manière ce que nous avons fait en 2005. On n'a pas parlé de traité, mais on est allé au fond, même assez concrètement, au fond de ce qui ne peut plus durer et de ce qui pourrait changer. Et c'est pour ça que je disais, ça ne doit pas se faire simplement une fois tous les 10 ou 15 ans. Oui, je pense que c'est le seul moyen de faire en sorte que les lignes bougent structurellement, c'est que ce soit à partir des réalités de la société elle-même et des acteurs sociaux eux-mêmes. Juste une anecdote. Après 2005, après le résultat, il y avait juste, c'était le 29 mai,
Et juste après, il y avait une session au Parlement européen, il y avait Tony Blair qui représentait la présidente britannique. Et puis il intervient, toute son intervention c'était sur le résultat français. Et puis il a dit, certains nous disent que le nom des citoyens français, la majorité des citoyens français, provenait du fait que les citoyens connaissaient les textes du traité et avaient voté sur cette base. Et puis il met les deux points sur les hanches en disant qui peut le croire. Parce que je pense qu'il ne peut même pas imaginer que des simples citoyens puissent comprendre de quoi il s'agit et avoir un avis motivé là-dessus. Eh bien, nous avons l'expérience que c'est possible et je pense qu'effectivement, c'est la seule voie possible pour changer en profondeur, pour aller vers ces ruptures que j'évoquais tout à l'heure. Merci. En tenant compte, coûte, cette position critique d'accompagnement, critique de l'Union européenne, que laisse la gauche, critique, comme vous l'avez vous-même nommé, comme choix aux électeurs les plus exposés pour sortir de ce carcan antidémocratique européen. Est-ce que c'est pas ça le vote qu'il y a eu du Brexit, d'un peuple qui a dû mettre au pouvoir les plus libéraux, finalement les plus philosophiquement opposés à leurs intérêts, pour sortir de ça? Est-ce pas là la responsabilité majeure de la gauche française et peut-être, là je pense que ça va réagir, de la montée de l'extrême droite? Sincèrement, je ne comprends pas très bien votre question. Je ne sais pas si vous avez compris la question. Je n'ai pas très bien compris la question. Je dirais, en tout état de cause, puisque j'ai suivi la campagne du Brexit, c'était une campagne à 95% faite par des politiciens de droite, sans aucun scrupule, qui n'ont aucune fibre populaire, qui ont utilisé le désarroi justifié des classes populaires britanniques pour mener leur propre barque dans le sens qu'ils souhaitaient. Ce que j'ai dit en revanche, où je trouve qu'il y a une interpellation de l'Union européenne qu'il faut entendre, par les Britanniques qu'il faut entendre, je ne parle pas des dirigeants britanniques, je parle des électeurs, des cités ouvrières, etc., c'est le take back control, c'est-à-dire on veut retrouver la maîtrise de nos décisions. Ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas britannique, qui est général, et qu'il faut entendre. Même si, en l'occurrence, la Grande-Bretagne, quoi que pensent les gens, dans les faits, la Grande-Bretagne était en marge de l'Union européenne. Dans la plupart des cas, elle était en marge, sauf pour le marché unique, parce que c'est ça qui l'intéresse. C'est de Londres qui veut le Brexit. Voilà. Merci à vous.